Ça, c'est Old Trafford. Et au début des années 2010, ce stade pouvait se vanter d'une chose, accueillir chaque week-end le plus grand club du monde, l'un des plus grands clubs de l'histoire, Manchester United. On est alors précisément en 2013, et en plus d'avoir vu passer sous sa tunique des joueurs légendaires comme Bobby Charlton, comme Cantona, Beckham, Ronaldo, Rooney et j'en passe, et bien à ce moment-là, Man U a surtout fait de l'Angleterre son royaume, avec 22 podiums consécutifs pour 13 sacres, tout en ayant atteint 3 fois la finale de la Ligue des Champions sur les 6 dernières années. C'est donc une véritable domination doctrinale qu'a imposé ce club mythique, sauf que pourtant, depuis cette fameuse année 2013, qui a aussi été synonyme de départ du coach historique Sir Alex Ferguson, eh bien tout s'est effondré au théâtre des rêves, malgré plus de 2 milliards d'euros dépensés sur le marché des transferts. This is a dead United team though, bro. This is a dead United team. Alors que s'est-il passé ? Eh bien aujourd'hui on va retracer cette chute saison après saison, entraîneur après entraîneur, pour comprendre ce qu'il arrivait au plus grand club du monde. Installez-vous confortablement, c'est parti générique. Avant de commencer les gars, je voulais remercier l'équipe du site Manchester Devils qui m'a bien aidé à écrire cette vidéo. Ils ont répondu à toutes mes questions, m'ont partagé pas mal d'anecdotes, on a eu de super discussions sur le foot. Donc si vous voulez suivre l'actualité des Red Devils ou même retrouver des archives de discussions sur le club, bah n'hésitez pas, je leur mets tous leurs liens en description. Le 8 mai 2013, le ciel s'abat sur Manchester. Une page prestigieuse du football britannique va se tourner bientôt. Le célèbre entraîneur de Manchester United, l'Écossais Alex Ferguson, annonce qu'il souhaite prendre sa retraite à la fin de la saison. Après 26 ans à la tête du club, le cultissime Sir Alex Ferguson annonce donc officiellement sa retraite à la fin de la saison, juste le temps pour lui d'offrir à Manchester United le 20e titre de champion de son histoire, le 13e sous l'égide du coach écossais. La Première Ligue, la Ligue des Champions, la FA Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, la Coupe du Monde des clubs, la C2. Avec Ferguson, United a tout connu, a tout gagné. Et après l'annonce de son départ, eh bien les supporters de Manchester se posent en boucle une question. Et maintenant quoi ? Ouais, comment remplacer un coach aussi emblématique, aussi victorieux que Ferguson ? Clairement c'est compliqué, c'est très compliqué, surtout que contacté par Ferguson pour prendre sa suite, Guardiola refuse et s'engage au Bayern. En même temps il y a Ancelotti qui rejoint le Real, il y a Klopp qui prolonge au Borussia, il y a Van Gaal qui prépare la Coupe du Monde avec les Pays-Bas, et tout ça malheureusement ça oblige le club à se rabattre sur un bon petit entraîneur certes, mais sur un entraîneur qui n'a aucune expérience du très haut niveau, David Moyes. How do you feel being the manager of Manchester United? Well, incredibly privileged that I was given the opportunity to manage Manchester United, and grateful to Sir Alex and grateful to the board for making that happen. Ouais, pour remplacer Ferguson et pour maintenir Man U au sommet du foot anglais et européen, les Red Devils offrent donc les clés du camion à un coach qui n'a entraîné jusque-là que 2 équipes dans sa carrière, Preston North End et Everton, où certes il a fait du bon travail, mais où clairement la pression, le niveau et l'exigence sont à des années-lumière de celles à Manchester. Pour vous donner une autre stat encore un peu plus marquante sur le décalage entre Moyes et Manchester United, c'est que dans sa carrière, au moment où il signe à United, Moyes n'a jamais fait mieux qu'une 4e place en PL, alors que les Red Devils, de leur côté, eux n'ont pas une seule fois quitté le podium du championnat sur les 22 dernières années. Bref, vous comprenez que déjà avant le début de la saison, il y a quelque chose qui clochait, ça sentait pas très bon. Et sans surprise, pour son premier cru sans Ferguson, Manchester réalise sa pire performance depuis 1990 en terminant hors des places européennes au 7e rang du championnat. À Old Trafford, une ligue est alors tombée et pour United, la descente aux enfers commence. Après, pour en revenir à cette première saison, honnêtement, Moyes est loin d'être le seul responsable de ces résultats qui sont minables. Et pour bien comprendre le déclin de United, on va faire un petit bond dans le passé, avant même le départ d'Alex Ferguson. On est alors en 2005, et pendant que Manchester échoue à la 3e place du championnat, derrière les Gunners d'Arsenal et derrière aussi le nouveau riche Chelsea, eh bien le club mancunien, lui, connaît en interne une véritable révolution avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire, les Glazers.
Pour plus d'1 milliard d'euros, la famille américaine prend ainsi la tête des Red Devils. Mais problème, cet achat, il n'a pas été fait normalement. En fait, il a été réalisé par endettement. C'est-à-dire qu'en fait, pour racheter le club, les Glazers, ils ont fait un prêt de plus de 500 millions d'euros. Sauf que ce prêt, c'est pas eux qui vont le rembourser, mais c'est bel et bien le club en versant tous les ans la coquette somme de 62 millions d'euros. Ouais, en gros, ils ont acheté Manchester United en endettant le club. Clairement, c'est un braquage qui est légal, mais c'est un véritable braquage. Et au-delà de ça, au-delà de la forme, sur le fond, ça veut quand même dire un truc qui est clair, c'est que les Glazers, ils sont pas du tout à Old Trafford pour la beauté du football ou même pour l'histoire du club. Eux, ils sont là pour faire du business, ils sont là pour faire de l'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'annonce du rachat, les supporters ils vont réserver un accueil très très hostile à leur nouveau propriétaire. Mais alors là, vous allez me dire, comment ça se fait qu'entre le rachat en 2005 et le départ de Ferguson en 2013, le club a continué à gagner des titres et n'a pas du tout coulé? Eh bien la réponse est simple, c'est tout simplement parce que Ferguson était encore là. Et ouais, au-delà d'être un simple coach, Ferguson c'était aussi un manager, c'était un directeur sportif qui s'occupait des transferts, qui s'occupait de bâtir une stratégie pour avoir une équipe équilibrée, pour avoir une équipe solide. Enfin bref, tout passait par lui, le fonctionnement du club était bâti autour de lui. Et du coup, quand il annonce son départ, tout est à construire, la structure du club doit être repensée, l'équipe qui est vieillissante et un peu en bout de course doit être refaçonnée. Le même été, en plus de ça, le directeur général David Gill fait également ses adieux à Old Trafford. Et le problème, c'est que face à ça, les Glazers, ils s'en foutent complètement, que ça soit de l'organisation du club ou même du sportif. Eux, tant que chaque année ils prennent des dividendes, ça leur va. La situation sportive de Manchester, clairement, ça les importe peu. D'ailleurs, ils ne prennent même pas le temps de nommer un directeur sportif. Non, à l'été 2013, ils ne prennent que David Moyes sur le banc pour s'occuper du côté sportif, et parachute surtout en DG un banquier qui n'a aucune compétence dans le football, mais qui, en revanche, est un petit Mozart du marketing et du business, Ed Woodward. Du coup, c'est lui en grande partie qui est le responsable de cette première saison catastrophique. Tout l'été, au lieu de préparer l'avenir de l'équipe, au lieu de bâtir un plan, une stratégie, le DG tente absolument et par tous les moyens de recruter Fabregas, ce qui finalement ne se fera pas parce que Woodward n'y connaît absolument rien en transfert, et ce qui entraînera surtout le recrutement à la toute dernière heure du mercato et en panique d'un seul et unique joueur, Marouane Fellaini, pour plus de 30 millions d'euros. Résultat, comme je l'ai dit, United finit donc 7ème du championnat. Et le problème, c'est que ces mercato ratés, rapidement, ça va devenir la marque de fabrique de Woodward et plus globalement de Manchester les saisons suivantes. Bon, logiquement, pendant cette première année sans saveur, et alors qu'il avait signé un contrat de 6 ans, David Moyes est licencié dès avril après une très très grosse pression de la part du public. Et ce qui est fou, c'est que jusqu'à l'été, il est remplacé par Ryan Giggs, qui devient alors entraîneur-joueur. Ouais, pendant certains matchs de PL, le mec se faisait rentrer tout seul sur le terrain, clairement du jamais vu pour un club à ce niveau-là. Et du coup, face à ça, à la fin de la saison, les dirigeants, conscients qu'il faut vraiment changer les choses, optent enfin pour un coach d'expérience, un coach qui a notamment entraîné l'Ajax, le Barça, le Bayern et qui sort d'une très bonne Coupe du Monde avec les Pays-Bas, un certain Louis van Gaal. Clairement, sur le papier, c'est vraiment bien, c'est un bon coach, il a de l'expérience, d'autant qu'enfin les Glazers décident de vraiment sortir le chéquier pour renforcer une équipe en pleine transition, après les départs notamment de Ferdinand, d'Evra, de Vidic, de Kagawa et de Welbeck. Alors le problème, c'est que vous le savez, vous commencez à le comprendre, Woodward il connaît absolument rien en football. Lui, son objectif, comme celui de ses boss, c'est de faire de l'argent, c'est de développer, marketingment parlant, la marque Manchester, plutôt que de se baser sur un projet cohérent. Donc recruter des joueurs ok, mais si possible des noms clinquants, des noms qui vont vendre des maillots, et ce peu importe s'ils s'inscrivent ou non dans un projet sportif. Angel Di Maria, Falcao, Victor Valdés, cette année-là, United claque ainsi plus de 200 millions d'euros sur le marché des transferts, faisant aussi venir quand même quelques jeunes prometteurs qu'ils surpayent avec Ander Herrera, Luke Shaw ou encore Rojo. Mais bon, empiler des noms, ça fait pas vraiment une équipe, même avec Van Gaal à la barre. Et après une saison où Falcao est quasiment tout le temps blessé, où Di Maria est baladé à tous les postes, où Rooney et d'ailleurs la majorité des leaders du vestiaire déçoivent, Man United peine à enchaîner les bonnes performances et termine 4ème à 17 longueurs du champion. 4ème sur le papier, c'est pas si mal, ça signifie quand même le retour de la Ligue des Champions à Old Trafford,
Mais pour un club de la stature, pour un club avec l'histoire de United, finir hors du podium, clairement, ça reste quand même un vrai échec. Alors le problème, c'est que l'année suivante, ça va être encore pire. Certes, hors du terrain, Woodward a réussi l'exploit de signer le contrat équipementier le plus cher de l'histoire avec Adidas pour 80 millions d'euros par an. Je le répète, mais c'est le plus cher de l'histoire, alors que l'équipe va mal, que l'équipe a du mal sur le terrain, ce qui confirme quand même auprès des Glazers la compétence et la valeur de Woodward. Mais dans le même temps, le mercato, il a ni queue ni tête avec les arrivées du vieillissant Schweinsteiger sur demande de Van Gaal, avec aussi la signature pour 80 millions d'euros d'Anthony Martial, ou encore les 70 bars claqués pour Depay et Schneiderlin, ça n'a aucun sens. Sur le terrain d'ailleurs, le manque d'ambition offensive de l'équipe devient criant, United enchaîne les possessions stériles et commence à vraiment ennuyer Old Trafford. En plus, les méthodes autoritaires de Van Gaal lui font peu à peu perdre une partie de son vestiaire, à tel point que malgré l'éclosion de Rashford, les Red Devils bouclent l'an 2 de Van Gaal à la 5e place du championnat, remportant tout de même la FA Cup après un parcours très clément. Sauf que malgré ce titre, la saison reste quand même très décevante, parce qu'en Ligue des Champions, l'équipe ne sort même pas d'une poule pourtant ultra faible, et qui dès octobre la Capital One Cup, après une défaite au tir au but face à Middlesbrough, pourtant en Championship. Bref, c'est une 3e saison consécutive à oublier pour Manchester, parce que c'est une 3e saison sans podium. Et à ce moment-là, il y a un petit déclic qui va avoir lieu dans les têtes, il y a quelque chose qui a changé, c'est le fait que désormais c'est clair, Manchester United ne fait plus peur. Et du coup, face à ça, à l'été, après le départ logique de Van Gaal, les Red Devils, ils sont à un tournant clairement de leur histoire, parce qu'ils se retrouvent face à une question qui est essentielle, qui choisir pour relancer la machine, et surtout qui choisir pour concurrencer le voisin Citizen qui est alors en pleine expansion, et qui vient surtout d'officialiser l'arrivée sur son banc de l'un des meilleurs coachs au monde, Pep Guardiola. La réponse, elle est toute trouvée. Il y a un seul homme dans l'histoire qui a été capable de faire de l'ombre à Guardiola sur une saison entière. Et coup de chance, depuis toujours, cet homme rêve d'entraîner Manchester United. Now, after months of speculation, Jose Mourinho has reportedly signed a deal to become Manchester United's new boss. I think comes in the right moment of my career, because Man United is one of these clubs where you need really to be prepared for it, because it's what I used to call a giant club. And giant clubs must be for the best managers, and I think I'm ready for it. Champion un an plus tôt avec Chelsea, le MOU pose donc en 2016 ses valises à Old Trafford avec un objectif clair, replacer United au sommet du foot anglais, et pour cela les dirigeants vont aligner l'échec sur le marché des transferts. Pogba, Zlatan, Mkhitaryan, Eric Bailly, United claque plus de 180 millions d'euros dans un mercato aussi cher que marketing, on va pas se mentir. Mais bon, sur le terrain, ça va marcher, en tout cas en coupe, puisqu'à l'issue de la saison, Old Trafford retrouve le frisson de soulever non pas un, mais bien 3 trophées, le Community Shield face aux champions de Leicester, la Coupe de la Ligue anglaise après avoir notamment sorti City en 8ème, et surtout l'Europa League. Manchester United have done it. The Mancunian. En revanche, petite déception quand même en championnat, les hommes du MOU, même s'ils ont gagné des trophées, ils ne terminent que 6ème d'EPL et voient naître surtout déjà de nombreuses critiques en raison de leur jeu bien trop défensif pour un public Old Trafford qui aime quand ça va dans tous les sens. He parked the bus, he played defensive football in an attacking game. It's worked for him though in the past, hasn't it? But this is a dead United team though. Et le problème c'est que la saison suivante, ça va être à peu près pareil. Certes, United retrouve enfin le podium avec une 2ème place, mais l'équipe échoue quand même à 19 points de City, pose d'ailleurs très souvent le bus, et surtout, elle clôt l'année sans aucune breloque. Pour un club qui, depuis 2013, je le rappelle, est le 2e plus dépensier d'Europe, largement devant le Paris Saint-Germain, et qui d'ailleurs, au cours de l'été 2017, a posé quasiment 200 millions d'euros pour Lukaku, Matic ou encore Lindelof. Ce résultat, c'est quand même assez problématique, mais encore une fois, je le répète, comment on peut construire une équipe solide et cohérente, comment on peut gagner, comment on peut diriger un effectif quand le directeur général du club est beaucoup plus intéressé par le fait de trouver des sponsors, par le marketing, par le business,
plutôt que par le football lui-même, c'est impossible. D'ailleurs, Mourinho lui-même se plaint publiquement à plusieurs reprises du mercato, il critique notamment l'immobilisme de Woodward, le manque de profondeur de l'effectif, des arrivées qui sont complètement absurdes comme celle d'Alexis Sanchez, l'échec aussi de la vente de certains poids morts du vestiaire, l'arrivée également de Pogba, que le Mou ne souhaitait pas, mais qui, selon son porte-parole, était avant tout une opération commerciale. On n'est pas vraiment surpris par ça d'ailleurs. Mais du coup, vous l'aurez compris, malgré cette deuxième place, c'est pas non plus la folie à Manchester. Surtout que dans le même temps, City est champion et surtout l'autre ennemi, Liverpool, atteint la finale de la Ligue des Champions, pendant que le coach portugais, lui et son jeu terne, commencent peu à peu à perdre un vestiaire vérolé par certains joueurs. Et tout ça, vous vous en doutez, ça mène à un début de crue 18-19 qui est cataclysmique, après un nouveau mercato complètement aléatoire et notamment un chèque de 60 millions d'euros pour Fred, à tel point qu'en décembre, José Mourinho, auteur du plus mauvais début de saison pour le club depuis 1990, est licencié. Et pour le remplacer, c'est un nom bien connu à Manchester qui est appelé à la rescousse en urgence et qui va arriver en tant qu'intérimaire, Ole Gunnar Solskjaer. Alors certes, c'est pas un entraîneur qui a un gros CV, mais c'est quelqu'un qui a joué et qui surtout a gagné avec le United de Ferguson. Et surtout, il sait comment doit fonctionner un Manchester qui gagne. D'ailleurs, dès son arrivée, le coach norvégien met en place un système de jeu bien plus en phase avec la tradition mancunienne, un système de jeu bien plus offensif, et ça va payer. Pour la première fois depuis la retraite de Ferguson, United claque ainsi 5 pions en un match, remporte les 8 premiers matchs de l'ère Solskjaer, nommé d'ailleurs entraîneur du mois de janvier en PL, renverse aussi en Ligue des Champions le PSG. Bref, il y a tout qui se passe pour le mieux, avant, d'un coup, et sans raison, que l'équipe n'enfile à nouveau sa cape d'invisibilité à partir de mars, enchaînant 5 défaites et 2 nuls sur les 9 dernières rencontres de la saison. Ultra décevant, United boucle donc la saison au 6e rang, tout en étant surtout la 11e défense du championnat, une stat effrayante qui incite à l'été les dirigeants, après avoir prolongé Solskjaer, à s'activer sur le marché des transferts pour se renforcer défensivement. Aaron Wan-Bissaka pour 55 bars, Harry Maguire pour 80 millions, ce qui fait d'ailleurs de lui le défenseur anglais le plus cher de l'histoire. Certes, cet été-là, United surpaye les joueurs comme à son habitude, mais enfin l'équipe recrute et se renforce là où elle en a besoin. Et si sur le terrain la greffe a un peu de mal à prendre, puisque United connaît un début de saison terrible et n'est que 8e à la mi-saison, eh bien tout change à l'hiver avec le recrutement d'un joueur qui va transformer véritablement Manchester. Et aujourd'hui on peut le dire avec les reculs, c'est certainement la meilleure recrue mancunienne de l'ère des Glazers, Bruno Fernandes. Ouais, placé dans l'entrejeu, le Portugais révolutionne complètement l'équipe, bien aidé aussi par l'explosion du super crack Mason Greenwood, et grâce à ça, les Red Devils reprennent peu à peu confiance, se remettent à gagner et terminent contre toute attente 3e de Premier League, une super performance sur le papier, même si avec 25 longueurs de retard sur City et 33 sur Liverpool, il n'y a pas non plus de quoi vraiment faire la fête pour les supporters. En revanche, hors du terrain, croyez-moi, les Glazers, eux, ils font la fête. Parce qu'en mars 2021, Woodward et son équipe réussissent un nouveau coup de génie marketing. Ils signent un énorme deal avec TeamViewer qui devient sponsor principal. Un deal, pour vous dire, quasiment similaire à celui signé en 2012 avec Chevrolet, à une époque où les résultats et le niveau de l'équipe étaient très largement supérieurs à ceux d'aujourd'hui. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis d'Amérique. Ouais, marketingment parlant, c'est vraiment très fort, surtout que c'était pendant le Covid, donc ça rajoute encore un peu plus de difficultés. Mais dans le même temps, malheureusement, c'est aussi ça l'un des plus grands mal qu'a touché Manchester United dans la période post-Ferguson, c'est que Woodward, il a réussi à complètement décorréler les revenus et les contrats marketing des résultats obtenus sur le terrain, ce qui fait que les Glazers, même si en termes de performance, c'était pas ouf sur le terrain, eux, ils ont continué à gagner de l'argent, à engranger des bénéfices et des dividendes, et du coup, ils n'avaient aucune raison de changer quelque chose ou de changer l'organisation du club.
D'ailleurs, à l'été, quand Woodward est poussé vers la sortie après l'affaire de la Super League et toute la gronde que ça a provoqué chez les supporters, c'est pas un mec compétent dans le football qu'ils décident de nommer à sa place. Non, eux, ils décident de nommer, comme ce qu'ils avaient fait avec Woodward, un ancien banquier sans aucune appétence pour le ballon rond, Richard Arnold. Mais bon, toujours est-il que sur le terrain, c'est mieux, United va de l'avant, United progresse, et d'ailleurs pour cette saison 20-21, les Red Devils enchaînent un 3e podium en 4 ans, en finissant dauphin de Manchester City, tout en atteignant aussi la finale de l'Europa League, grâce à un Bruno Fernandes stratosphérique, qui finit cette saison-là meilleur buteur et meilleur passeur de l'équipe. Et du coup, à ce moment-là, on se dit que ça y est, qu'enfin Manchester United est de retour au plus haut niveau et tout proche de retrouver le sommet de la Première Ligue. À l'été, en plus de ça, ils font venir le crack Sancho, ils mettent aussi un peu d'expérience avec Raphaël Varane. Sauf que encore une fois, malheureusement, tout va basculer dans les dernières heures du mercato. Alors que tout est bouclé et que Solskjaer a l'équipe qu'il souhaite, le club fait voler en éclats l'équilibre de l'effectif en officialisant un transfert quasiment exigé par Alex Ferguson, encore conseiller au club, et un transfert surtout encouragé par l'énorme opération marketing qu'il représente. Manchester United have signed Cristiano Ronaldo. It has been confirmed that they have agreed a deal with Juventus. They have tweeted the news. Welcome home, Cristiano. He is home at last. Alors disclaimer, oui, Ronaldo est une légende, oui, c'est un modèle de travail et de professionnalisme, mais bon, on le sait, c'est aussi un joueur qui prend beaucoup de place, qui déséquilibre complètement les vestiaires de par son statut hors norme, qui est difficile à mettre sur le banc, et c'est aussi un joueur qui correspond pas vraiment au jeu que veut mettre en place Solskjaer. Solskjaer, il veut notamment beaucoup de pressing, ce que Ronaldo, quand il arrive, n'est pas ou plus capable de faire. Bref, sur le papier, l'histoire est belle, le storytelling est plutôt sympa, sauf que la vérité sur le terrain, c'est que ça va pas du tout matcher. Malgré des premiers matchs encourageants, United sombre rapidement et fait 5-0 à Old Trafford par Liverpool, 4-1 contre Watford. Très vite, le vestiaire se divise, les recrues peinent à prendre leur marque. Certains cadres aussi, bientôt en fin de contrat, lâchent complètement, que ce soit Pogba, Cavani ou encore Matic. Et logiquement, en novembre, Solskjaer est limogé. Bon, vous l'aurez compris, c'était pas vraiment lui le souci. D'ailleurs, son remplaçant, l'excellent Ralf Rangnick, qui n'est autre que l'un des hommes qui a démocratisé en Europe le gegenpressing, se prend lui aussi les pieds dans le tapis, et pour les mêmes raisons. D'ailleurs, il déclara « Cristiano a marqué quelques buts, je ne le blâme pas du tout, il a été génial dans ses matchs, mais il n'est pas un monstre de pressing, même quand il était jeune, il ne criait pas « Hurrah, l'autre équipe a le ballon, où pouvons-nous le regagner ?» Cette saison-là, vous l'aurez compris, United retombe clairement dans ses travers, finit 6ème de Première Ligue et handicapé également par l'explosion de l'affaire Greenwood. Et à ce moment-là, on peut le dire, tout est à nouveau à refaire. Et ça tombe bien, car pour reconstruire l'équipe, alors en pleine transition, après les nombreux départs, les dirigeants nomment sur le banc un coach qui a rebâti l'Ajax pour emmener ses jeunes pousses jusqu'au dernier carré de la Ligue des Champions, Erik ten Hag. Et dès son arrivée, le Batave apporte un vent d'air frais à Carrington. Il a un plan de jeu qui est précis, qui est exaltant, qui est proactif. Il fait aussi preuve d'autorité, il impose de la discipline à ses joueurs, tout en travaillant à leur redonner confiance, à créer un groupe solidaire. Il n'hésite d'ailleurs pas à mettre Ronaldo sur le banc et fait venir dans le même temps certains de ses lieutenants, comme Martinez et Anthony, qui, une fois n'est pas coutume, sont très largement surpayés. Et pour son premier cru à la tête des Red Devils, ça va marcher. Ten Hag replace United sur le podium, remporte la Carabao Cup et atteint la finale de la Coupe d'Angleterre, même si son bilan est quelque peu entaché quand même par les lourdes défaites subies 6-3 contre City et surtout 7-0 contre Liverpool. Pour un club qui vient à nouveau de claquer 240 millions d'euros sur le marché des transferts, ça fait quand même un peu tâche. Mais bon, faut être réaliste, United n'est désormais plus le club qu'il était, et pour la première saison d'une nouvelle ère, d'une ère de transition, ça reste encourageant. Clairement, on a hâte de voir la suite, on a hâte de voir l'équipe progresser. Sauf que encore une fois, au cours de l'été, tout est gâché.
Car aux côtés d'Erik ten Hag, Richard Arnold réalise un mercato très moyen. Højlund, qui vient de boucler une saison à seulement 9 buts en Serie A, est acheté pour 74 millions d'euros, Mason Mount pour 64, Onana est recruté pour 50 patates pour remplacer un De Gea laissé libre alors qu'il vient tout juste d'être élu meilleur gardien du championnat, et surtout en parallèle le club n'arrive pas à se séparer de ces indésirables qui ont tous Woodward signé des contrats au salaire hallucinant, que ça soit Maguire, Martial, Wan-Bissaka ou encore Van de Beek. Bref, une fois n'est pas coutume, cet été-là, ça part dans tous les sens. En plus de ça, l'équipe est terrassée par les blessures tout au long de la saison. Une saison qui voit finalement United terminer dernier de sa poule en Ligue des Champions avant d'échouer à une piteuse 8ème place en PL, son pire résultat depuis 1990. Et vous savez quoi? Cette année-là, les Diables Rouges signent pourtant le plus gros contrat de l'histoire pour un sponsor maillot avec Snapdragon, un contrat de 70 millions par an, soit plus qu'avec TeamViewer ou même Chevrolet. Pour en revenir au terrain, cet été, après la saison dernière catastrophique, on s'attendait à du changement, notamment sur le banc d'entraîneurs, d'autant plus après le rachat du club par Jim Ratcliffe et notamment la nomination de l'excellent Dan Ashworth comme nouveau directeur sportif. Pour vous donner un contexte rapide, Dan Ashworth, c'est l'un des hommes qui a fait briller Brighton sur le marché des transferts, qui a fait que les Seagulls sont aussi forts aujourd'hui. Bref, c'est un mec qui est ultra compétent, ultra pertinent sur le marché des transferts. Sauf que après avoir sondé une bonne dizaine de candidats potentiels qui ont tous gentiment refusé, Ashworth il s'est rendu à l'évidence qu'il pouvait pas se séparer de Ten Hag. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a prolongé. Sauf que le problème c'est que ce genre de choses, les joueurs ils sont totalement au courant, et du coup la légitimité du coach néerlandais en a clairement pris un coup. À tel point qu'après à nouveau avoir surpayé pour plus de 200 millions d'euros cette année les arrivées de Mazraoui, de De Ligt, de Zirkzee, de Euro ou encore d'Ugarte, dans un mercato où malheureusement il semble que Dan Ashworth n'ait pas vraiment eu son mot à dire, et bien aujourd'hui les Red Devils n'y arrivent pas du tout. United est pour le moment en deuxième partie de tableau, et vu la pauvreté du jeu proposé, vu la pauvreté de l'équipe, on a du mal à voir comment Ten Hag pourrait terminer la saison. On l'a donc vu depuis 11 ans, Manchester United connaît une descente aux enfers, comme rarement des clubs aussi gros en ont connu. Historiques par leur succès, par leurs joueurs, par leurs entraîneurs, les Red Devils ont pourtant été détruits sportivement en un rien de temps, tout cela par des dirigeants arrivés au club pour le business, par des gens qui ont profité du nom et de la popularité de la tunique rouge pour empiler les dividendes, augmenter le chiffre d'affaires sans se soucier du terrain, sans mettre en place un véritable projet sportif. À tel point qu'aujourd'hui, malgré le rachat en 2023 du club et l'arrivée aussi enfin de personnes compétentes, il va falloir du temps, il va falloir beaucoup de temps pour reconstruire Manchester United.